Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui peut arriver chez les enfants et même aussi les tout petits. Donc la thématique c'est comment agir lorsqu'un enfant se frappe. Je me suis dit que ça pouvait être un bon sujet à aborder parce que ce sont déjà des questions que j'ai pu recevoir par le biais de parents avec qui j'ai pu avoir contact. Et du coup je m'étais dit que me renseigner par rapport à ça et offrir aussi des réponses à ce genre de situation, et bien peut-être que ça peut rassurer aussi en tant que parent et même en tant aussi que professionnel de la petite enfance. Ça nous permet aussi de savoir comment se positionner et comment comprendre tout cela. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une phase qui touche 20% des enfants. C'est un comportement qui peut débuter à l'âge de 6-12 mois jusqu'à l'âge de 3 ans, donc 36 mois, mais ça atteint un pic maximal, donc le plus haut pic ça va être vers 18-24 mois, donc aux alentours de 2 ans. En fait, lorsqu'ils se frappent, c'est parce qu'ils sont dépassés par leurs émotions et qu'ils n'ont pas encore cet outil du langage pour pouvoir exprimer ce qu'ils ressentent. Un enfant qui est victime de négligence ou bien d'abus peut aussi se frapper parce qu'il manque de stimulation. Donc là l'idée c'est de vraiment trouver un entre-deux entre lui donner suffisamment d'attention pour qu'il soit bien et il ne faut pas que ce soit trop non plus. En gros il ne faut pas que ça soit dans le trop ni dans le peu, mais c'est hyper difficile parce que chacun en fait va apporter sa manière d'éduquer son enfant comme il le souhaite, mais parfois c'est vrai que ça peut aussi avoir en fait ce genre de comportement pour l'enfant à vouloir se frapper, et aussi ça rentre énormément dans cette phase de la frustration où il commence à s'exprimer davantage parce que voilà, c'est une phase qui fait partie de leur développement. L'enfant il a tout à fait le droit d'être en colère, mais notre rôle en tant qu'adulte c'est de lui donner les outils nécessaires pour savoir s'exprimer sans se blesser. Ce sont des questions qui peuvent revenir très souvent par les parents ou bien par les professionnels de la petite enfance, et je m'étais dit le fait que d'éclairer tous ces sujets un petit peu tabous entre guillemets qu'on parle très peu, et peut-être que ça pourra vous rassurer. Donc c'est parti, on y va, je vais vous en parler. Donc il peut y avoir 5 raisons possibles liées à ce type de comportement. La première raison, ça peut être l'auto-réconfort. L'enfant, il peut agir ainsi pour se détendre, mais aussi à la fois pour se sécuriser. Et un cognement rythmé et continu de la tête chez les enfants agités, ça peut les aider à s'endormir. C'est un petit peu comme le bercement, sauf que du coup ce mouvement va venir bercer l'enfant. Pour le coup je trouve que c'est pas vraiment la meilleure situation, mais ça fait partie aussi d'un type de raison de auto-réconfort chez l'enfant. La deuxième raison, c'est la colère. Donc à cet âge-là, l'enfant, lorsqu'il va grandir, il n'a pas encore les moyens pour pouvoir verbaliser ce qu'il ressent, donc l'usage justement des mots, de faire des phrases, etc. Et le fait de ne pas se faire comprendre et de ne pas réussir à exprimer ses besoins, et que en fait l'adulte en face de lui n'arrive pas à comprendre son besoin, ça peut mettre l'enfant dans une colère intense et très forte, donc qui fait partie aussi, comme je vous disais, de cette phase d'affirmation de lui. Et donc voilà, s'il y a un besoin qui n'est pas répondu, dans ces cas-là, il y a une émotion qui peut se mettre en place, et notamment la colère. Et c'est vrai qu'on parle souvent d'émotions très vives, parce que c'est des émotions qui sont, comme on peut dire, qui prennent énormément de proportions, mais elles sont justes et et c'est normal qu'elles soient là. Et lorsque l'enfant se frappe, c'est pour lui un moyen d'évacuer toute cette tension qui règne au fond de son corps. Après, il peut s'exprimer de différentes manières. Il peut s'exprimer en tirant les cheveux, en mordant ou alors en se frappant lui-même. Et du coup, ça permet à l'enfant de soulager ses émotions qui sont très fortes. Et lorsque l'enfant se frappe, le cerveau il va produire de l'endorphine, donc c'est une hormone du bien-être et qui va aussi diminuer le stress dans son corps. La troisième raison qui peut arriver, c'est le besoin d'attention. Il peut arriver que parfois l'enfant peut réagir de cette manière pour demander de l'attention de la part de l'adulte ou bien de son parent qui l'accompagne. Parce qu'en fait, il sait au fond de lui que lorsqu'il se blesse ou lorsque en fait il y a une situation où il se dit qu'à tout moment l'adulte ou le parent va intervenir, il sait qu'il aura toute l'attention pour lui. Donc c'est aussi une manière pour lui de montrer un petit peu cette manière pour exprimer là j'ai besoin. La quatrième raison, ça peut être le fait de soulager une douleur. Donc ça peut être le signe d'une souffrance comme les poux sédentaires ou une otite, et pour lui c'est la meilleure façon en fait finalement de détourner sa douleur sur quelque chose. En fait ça peut être sur un autre enfant, ça peut être sur un adulte, ça peut être sur un objet, ça peut vraiment le fait de détourner cette douleur sur autre chose, ou alors aussi sur lui-même. La cinquième raison probable, ça peut être un trouble du développement
Attention, je mets une alerte par rapport à ça, je ne suis personne pour poser un tel diagnostic. Voilà, moi c'est ce que j'ai vu en faisant mes recherches par rapport à ça. Mais avant de mettre, voilà, de poser un diagnostic sur un enfant en particulier, je vous invite énormément déjà à consulter avant de pouvoir mettre une étiquette sur l'enfant, s'il vous plaît. Là où il faut se poser question, c'est que lorsque l'enfant se frappe et que vous cherchez une interaction avec lui, il ne vous regarde pas. Il se tape la tête en se balançant, le contact visuel entre vous deux ne se fait pas, il n'interagit pas du tout avec vous quand vous le sollicitez, ou alors lorsque vous l'appelez il ne se retourne pas du tout. Eh bien je vous invite à aller consulter en tout cas votre pédiatre, un médecin traitant ou bien un psychothérapeute qui sera là pour répondre à vos questions, parce que parfois ça peut être des éléments qui peuvent aussi nous apporter, voilà, des questionnements, et le fait de voir un thérapeute, ça permet aussi d'avoir des réponses et ça peut être rassurant aussi. En tout cas, si vous remarquez que c'est que dans cette situation où ça perdure, ça prend de l'ampleur, etc., là vous pouvez consulter. Si jamais vous voyez sur une semaine, voilà, ces petits éléments là se répètent, tout dépend aussi au niveau du développement de votre enfant. Mais si vraiment ça perdure sur un mois, 3-4 semaines, là bien sûr vous pouvez aller consulter et prendre un rendez-vous, ne serait-ce que même pour vous informer ou pour poser vos questions. Ça peut être aussi rassurant pour vous, parce que le fait de ne pas avoir aussi de réponse à des questions, ça peut aussi provoquer un stress et aussi faire monter notre imagination, alors que parfois il n'y aurait pas un réel besoin. Et je voulais finir sur cette phrase qui me paraît importante, c'est: ce n'est pas parce qu'un enfant se fait mal qu'il a un trouble. Et bien voici quelques solutions que j'ai pu réussir à trouver et que j'ai déjà mis en place pour pouvoir aider l'enfant. Donc je vais vous les présenter. La première solution, ça peut être de rester calme, d'éviter la colère et de parler tout doucement avec l'enfant. Et aussi de mettre des mots sur ses émotions. On peut dire à l'enfant je vois que tu es en colère. Ça te met vraiment dans une rage très 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 forte. En tout cas, je comprends que c'est difficile pour toi. Je vois bien. Je vais rester à côté de toi. Je vois bien que tu es en colère. Je te mets en sécurité. Je suis à côté de toi. Tu peux libérer cette colère. Voilà, je suis là. En fait, le fait de mettre des mots comme ça, c'est hyper rassurant pour l'enfant. Je vous dis pas que c'est le plus simple, parce que honnêtement, quand on est face à cette situation, quand l'enfant est dans une émotion forte, que l'on est à côté, j'avoue qu'il faut avoir un sacré mental, mais franchement, vous repenserez à ma petite phrase, vous essayerez et vous me direz si ça a fonctionné. Mais en tout cas, c'est le seul moyen pour que l'enfant aussi il se dise je suis en sécurité, l'adulte est à côté de moi, je peux libérer mes émotions parce que j'ai le droit de libérer mes émotions, mais je sais que s'il m'arrive quelque chose, il y a l'adulte qui est à côté de moi, donc je suis sécurisée. La deuxième solution, donc comme j'ai pu vous dire, c'est de rester face à l'enfant qui est dans cette tempête émotionnelle, vraiment à côté de lui, qu'il soit au sol, vous vous asseyez à côté de lui. Des fois il n'y a pas besoin de parler, mais juste d'être présente à côté de lui, c'est hyper rassurant pour l'enfant, vraiment. Troisième solution, on peut proposer à l'enfant d'exprimer sa colère ou son émotion sur un objet beaucoup plus doux pour lui. Donc ça peut être un coussin, ça peut être sur le tapis, ou alors aussi sur un poupon. Le fait de tirer les cheveux sur une poupée, ça peut faire aussi du bien et libérer vraiment, voilà, cette émotion très forte. Par exemple, moi j'ai pu le tester avec des enfants, c'est le coussin de la colère. Donc en fait vous attribuez un coussin chez vous qui va être identifié comme le coussin de la colère, et c'est à dire que lorsque l'enfant va exprimer beaucoup de colère, qui va avoir cette envie de la lâcher, et bien dans ces cas là on peut proposer ce coussin. L'enfant il peut mordre, il peut taper, il peut pleurer, il peut se mettre en colère dessus. C'est vraiment le coussin qui va voilà, prendre toutes les émotions de l'enfant. Si on évite de libérer cette colère par rapport à l'enfant, et bien ça va faire que de redoubler cette émotion. Donc si on peut apaiser de cette manière, ça peut être top. Je sais que j'en avais échangé avec des collègues de travail par rapport à ça, sur le fait d'exprimer sa colère sur un coussin, et des collègues n'étaient pas du tout d'accord avec cette pratique, et j'avais demandé pourquoi, et elles m'ont dit, alors si j'ai bien compris, il faut que je reprenne les termes que j'avais entendus. En fait c'était de accepter que la violence c'est ok. Et du coup j'ai gardé cette phrase dans ma tête et je m'étais dit d'accord, ok, je vais y réfléchir. Et aujourd'hui, je trouve que cette manière de proposer le coussin de la colère, je suis toujours ok avec ça. Enfin, j'attends de voir des études concrètes qui justement abordent ce sujet pour voir en tout cas si c'est vraiment ok de mettre ça en place ou pas. Mais en tout cas, moi je l'ai testé avec des enfants, je l'ai même recommandé à des familles, et c'est une pratique qu'ils avaient beaucoup appréciée à la maison et qui avait aussi limité un peu les frustrations ou alors les excès de colère qui peuvent être intenses. D'ailleurs, par rapport à ce sujet, je serais ravie d'avoir votre retour par rapport à ça, à ce que vous en pensez, et si vous avez pourquoi pas d'autres alternatives pour libérer cette colère.
Quatrième solution, on peut lui demander aussi à l'enfant ce dont il a besoin. Est-ce qu'il a besoin d'un câlin? Est-ce qu'il a besoin d'un doudou? De regarder un livre dans le calme, ou bien l'envie de courir, pourquoi pas aller dans le jardin, au parc, justement pour libérer toutes ces tensions qui sont dans le corps. Alors bien sûr, quand on est en crèche, ça peut être un peu plus compliqué parfois parce qu'il y a le groupe d'enfants aussi à côté et le nombre de professionnels n'est pas du tout adéquat par rapport au groupe d'enfants, donc là je peux comprendre. Moi c'est déjà quelque chose que j'avais mis en place, de prendre l'enfant dans mes bras, plein de colère, et dire bah écoute, tu viens, on va aller dans le jardin un petit peu se promener. Et en fait ça a apaisé tout de suite les tensions. Pour moi en fait ce taux d'adrénaline il monte parce que je vois bien que l'enfant est en colère, mais à la fois le fait d'aller dehors, d'aller prendre l'air, de changer d'air, ça a fait du bien à l'enfant et aussi à moi, parce que on va pas se le cacher, quand un enfant est en tempête émotionnelle comme ça, en pleine colère, on va pas être vraiment comme ça en mode je ressens rien, c'est pas possible. Enfin en tout cas à mon sens, moi j'ai ressenti vraiment un taux d'adrénaline, de stress, et je verbalise tout le temps avec l'enfant en disant je vois bien que tu es très en colère et tu sais, je vais te prendre dans mes bras, on va aller dans le jardin, on va aller se promener un petit peu, on va aller lâcher cette colère, on peut taper des pieds, on peut faire comme ci, comme ça. Et en fait je lui donnais vraiment ces outils pour libérer cette tension, et j'ai trouvé que ça fonctionnait plutôt bien. Alors bien sûr, pour voir des changements, il faut aussi voir sur du long terme. Il y a certains enfants aussi qui vont avoir besoin qu'on les prenne dans nos bras, ou peut-être il n'y en a pas du tout, mais je sais qu'il y a des enfants que j'ai pu côtoyer qui étaient des fois dans une émotion très vive, que ce soit la tristesse ou la colère, et le fait de les prendre dans nos bras, enfin le fait de prendre l'enfant dans mes bras, de lui dire je suis là, vas-y tu peux lâcher ton émotion, tu es en sécurité, lâche tout, et en fait je le contenais très très fort. Bah parfois ça fait énormément de bien, et moi je suis la première, quand j'ai une émotion forte comme ça, j'ai juste besoin d'être pris dans les bras de mon conjoint et de lâcher tout, et parfois ça fait trop du bien, et parfois j'en ai pas envie, et ça dépend, mais on peut proposer à cet enfant. Après par contre, si l'enfant est en capacité de nous répondre et nous dit non, dans ces cas là on ne le fait pas, parce qu'il faut respecter aussi son besoin à lui qui est qui, quand il exprime que c'est non, et bien c'est non. Et lorsqu'on apporte finalement de la tendresse auprès de l'enfant, il y a l'ocytocine qui est l'hormone de l'amour qui va se déverser dans tout le corps, et en fait ça va apaiser l'hormone du stress. Vraiment ça va tout diminuer, il va être vraiment détendu, ça va aussi lui procurer un sentiment de sécurité, mais aussi une ressource d'abri. Je suis dans les bras de l'adulte, je suis sécurisée, tout va bien. Et lorsqu'on fait un câlin à l'enfant, eh bien il y a la sérotonine et la dopamine qui se libèrent dans le cerveau, et ce sont que des hormones justement qui sont super pour l'enfant, et même aussi pour l'adulte, hein, ça apporte plein de bien-être. Ces substances, elles vont procurer chez l'enfant du calme, de la plénitude, de l'harmonie et aussi du bien-être. Et bien après la colère aussi, il faut mener des petites choses qui peuvent être intéressantes, parce que lorsqu'on est dans cette phase de colère chez l'enfant, eh bien on aura beau lui parler, il ne peut pas écouter parce que l'émotion prend énormément de place dans son cerveau à ce moment-là. Par contre, lorsque l'enfant a vraiment diminué cette émotion et qu'il est canalisé, dans ces cas-là, on va pouvoir mettre des mots sur ce qu'il a pu ressentir et les outils à lui proposer pour les prochaines tempêtes émotionnelles. Première chose qu'on peut faire, c'est mettre des mots sur ce que l'enfant a pu ressentir à ce moment de cette tempête émotionnelle. On peut dire « Waouh, c'était une très grosse colère ». Et on peut lui dire aussi « La prochaine fois, si tu sens de la colère, viens me voir ». D'accord ? Et le fait de mettre des mots comme ça, eh bien c'est rassurant. Et là je vous le dis sur le ton du calme, parce que si on le dit de manière en colère, ça peut arriver, hein. Moi la première, des fois ça m'est arrivé, parfois je suis dépassée aussi par mes émotions, et c'est normal, et en tant que parent aussi c'est tout à fait normal, mais parfois de se dire si je réagis calmement, ça va donner un effet miroir à l'enfant, donc il va aussi s'apaiser. Donc si on reste calme et qu'on se dit je suis ouverte d'esprit, je suis là pour t'écouter, c'est ok. Parfois si on se sent submergé par les émotions de notre enfant, qu'on a juste besoin d'avoir de l'aide, qu'on a besoin de souffler, on peut se dire je coupe 5 minutes, je prends une petite pause, là je souffle, je prends un café, je prends l'air, je fais en fait des séances de respiration, et franchement de plus en plus je le fais parce que ça m'aide beaucoup quand je suis dans l'émotion. Mais parfois il y a des choses qui peuvent nous arriver aussi en tant qu'adulte, on a appris une mauvaise nouvelle, on est fatigué, on a besoin de vacances, du coup il y a tout ça qui peut aussi engendrer dans notre corps
des moments parfois où on n'est pas du tout présent dans ce moment avec l'enfant et on n'est pas aussi ouvert à la discussion, et c'est ok aussi. Je trouve que c'est important aussi de dire que parfois on n'arrive pas à être calme, parfois on est submergé par notre colère aussi, et c'est ok. Le principal, moi je pense dans tout ça, c'est quand on subit cette émotion forte, et bien c'est de se dire ok, là j'étais pas bien non plus, mais par contre je peux toujours aller m'excuser auprès de l'enfant en disant écoute, je suis désolée, moi aussi j'étais très en colère parce que quand tu as réagi de cette manière, je me suis sentie très mal, je me suis sentie en colère parce que je suis fatiguée en ce moment, mais c'est passé. D'accord, je m'excuse si je me suis mis en colère contre toi, si voilà, et quoi que ce soit, mais mettre des mots vraiment dessus. Et moi je le fais en fait, et je me dis que c'est la plus belle chose que je peux apporter, c'est aussi montrer que les adultes ne sont pas parfaits et qu'il y a aussi des failles parfois, et c'est ok de les montrer, parce que aucune personne n'est parfaite, et il faut aussi montrer à nos enfants que eh bien parfois on fait des erreurs, mais c'est ok, parce que le plus important c'est d'en apprendre et de se relever. La deuxième chose aussi qu'on peut lui dire, c'est que lors d'une prochaine fois où il ressent énormément de colère, et bien comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut proposer à l'enfant, bah, tu sais, la prochaine fois que tu sens la colère monter dans ton corps, tu sais ce que tu peux faire? Tu peux prendre un coussin, lâcher ta colère, tu peux taper dessus, tu peux mordre, tu peux griffer, tu peux faire tout ce dont tu as envie pour libérer cette émotion. Tu peux aussi prendre une poupée si tu as besoin de tirer les cheveux sur cette poupée. Tu peux aussi faire la respiration, tu sais, comme si on soufflait sur une bougie. Comme ça. Parce que parfois le fait de souffler, ça fait du bien. Et pareil, ça ce sont des exercices que j'ai proposés, que j'aime beaucoup. D'ailleurs, il y a la collection Gaston la licorne que je vous mets juste ici, qui sont super pour apprendre la respiration chez les enfants. Et je trouve ça vraiment génial, donc je vous invite à aller les découvrir. Troisième chose aussi qu'on peut aborder avec l'enfant, c'est que lorsqu'il ressent cette émotion qui est très vive, on peut dire que c'est ok pour lui de ressentir ça. On peut dire que voilà, il a le droit d'être en colère, il a le droit d'être triste, il a le droit d'avoir eu peur, il a eu le droit de ressentir cette émotion qui était présente. Et le fait d'accepter ça, je trouve ça vraiment génial. Et c'est ce qui nous manque aussi en tant qu'être humain, particulièrement dans notre monde d'aujourd'hui. Quatrième chose, et bien ce qu'il faut savoir, c'est que en tant qu'adulte, on est les premiers modèles de nos enfants, et tout particulièrement les parents. Et c'est important de dire, bah tu sais, moi, papa quand il est en colère, ou maman quand elle est en colère, et bien tu vois, moi quand je ressens cette grosse colère dans mon corps, et bien moi je vais lire un livre, je vais sortir dans le jardin, je vais boire un verre d'eau, je fais, tu sais, de la respiration, et voilà. Et on peut aussi démontrer que l'adulte aussi a ces moments où qu'il a besoin. Et le fait d'expliquer ça aussi à l'enfant, pardon, c'est rassurant. Donc vous pouvez aussi essayer cette méthode là. Et cinquième chose pour finir, et bien comme je vous disais au tout début, si vous remarquez que c'est une situation qui perdure, vous n'hésitez pas, vous allez voir votre pédiatre, votre médecin traitant, ou bien une psychologue ou psychothérapeute, je sais plus, spécialisée pour les enfants. Le fait d'avoir des questions, vous venez avec toutes vos questions, vous notez sur un petit carnet. Vous pouvez aussi observer un petit peu à quel moment l'enfant a fait ça, comment ça s'est déclaré cette émotion vive, ou alors lorsqu'il se frappait. Dans ces cas-là, vous pouvez noter tous ces éléments-là, et le fait de les apporter face à un professionnel de santé, eh bien il peut vous éclairer, vous donner des astuces et aussi vous aider par rapport à ça. Donc j'espère que ça pourrait être un outil qui pourra vous aider. C'est vrai que j'en parle dans la vidéo d'aller voir des psychologues, médecins traitants, pédiatres, aussi de voir quand il y a un trouble, mais en aucun cas je juge qui que ce soit, et aucun enfant je juge, mais plutôt je veux vous offrir des outils, et je veux que vous sachiez aussi que voir un professionnel de la santé, ce n'est pas être un mauvais père ou une mauvaise mère, ce n'est pas vraiment du tout ça. Au contraire, vous venez pour avoir des réponses à vos questions, et aussi pour être rassuré en tant que parent. Vraiment, j'espère que ça ne sera pas pris de façon péjorative, parce que c'est pas du tout ce que je veux dégager, mais au contraire, on a des professionnels de santé qui sont présents là pour nous, pour nos enfants, et justement il faut qu'on n'hésite pas à tendre cette main en disant j'ai besoin d'aide. Dans ces cas-là, ok, on va travailler main dans la main, mais on va réussir à avoir ces réponses qui vont nous soulager, parce qu'il n'y a rien de pire que des questionnements qui fusent dans notre tête, qui fleurissent, qui mûrissent, et qui au final nous donnent plus de mal que de bien. Donc voilà, j'espère que mes mots pourront vous aider, et qu'ils ne seront pas pris de façon négative.
Alors je finis avec mes petites astuces que je peux vous recommander auprès de votre enfant ou bien du groupe d'enfants dans lequel vous pouvez être amené. Bien sûr les astuces que je vous propose sont à titre personnel, mais vous en faites ce que vous voulez. Si vous les mettez pas en place, ce n'est pas grave, et en tout cas je ne juge personne dans ces astuces que je vous propose. Allez, c'est parti, je vous les présente. La première astuce, c'est de suffisamment accorder du temps et de l'attention avec votre enfant. Si jamais vous n'avez pas trop le temps de le voir dans la journée parce que vous êtes pris par le travail, n'hésitez pas à trouver un petit moment le soir en lisant un livre avec lui, le temps du bain, le temps du repas. Ça peut être un petit jeu de société pendant que l'autre parent prépare le repas. Voilà, ça peut être aussi des petits moments phares comme ça dans la journée où on se rend pas compte, mais ça fait énormément de bien à l'enfant parce que l'attention est captivée du coup avec lui. Le conseil aussi que je peux vous apporter, c'est de poser son téléphone dans un endroit où du coup vous n'aurez pas accès, où vous êtes vraiment en entièreté avec votre enfant dans ce moment de bonheur en fait avec lui. Voilà, en tout cas c'est vraiment le conseil que je peux vous apporter, parce qu'il n'y a rien de mieux que de partager ces petits moments de bonheur, parce que des fois ça passe à toute vitesse, que parfois on se dit ah si j'aurais su, j'aurais dû. Oui, mais du coup peut-être on peut essayer déjà dans ce moment présent à dire bon, j'essaie de faire ça. Peut-être que ça ne sera pas tous les jours et c'est pas grave, parce que parfois après notre journée de travail on a juste envie de rentrer, d'être au calme, etc. Et ça je le comprends totalement, moi je suis la première, mais tout ce que je peux dire c'est que si parfois vous pouvez essayer dans votre journée d'offrir ce moment à votre enfant, même si c'est 10-15 minutes, c'est déjà bien. Ma deuxième astuce aussi, c'est d'écouter de la musique. Donc proposer de l'enfant de danser avec vous, vous mettez de la musique, et le fait de libérer en fait par le corps, ça fait vraiment du bien, et les enfants ils adorent souvent danser. Donc n'hésitez pas à mettre la playlist qui vous fait plaisir, de prendre ce temps avec votre enfant, de faire comme si vous étiez sur le dance floor, et puis allez-y, c'est parti. Et ça peut être aussi des bruits blancs, des bruits très calmes, ça peut être les bruits de la forêt, de la mer, que vous pouvez proposer à bébé avant le sommeil, ou juste avant le moment du coucher, ou alors en soirée. Voilà, quand on a besoin un peu de calme, on peut voilà, mettre ces petites musiques de méditation, de temps calme, voilà, et je trouve que c'est vachement bien à faire. Je sais que souvent quand les enfants avec qui j'ai pu être amenée à travailler, et bien quand il y avait beaucoup d'énergie qui voilà, prenait de l'ampleur, et ben dans ces cas-là parfois on faisait du yoga, on écoutait de la musique douce, etc. Et ça ils aimaient beaucoup. La troisième astuce aussi, ça peut être la mise en place d'une routine avec votre enfant ou bien votre bébé. Donc ça peut commencer tout d'abord avec un bain. Alors le bain, c'est vrai que je le recommande pas tous les jours, parce que sinon ça abîme l'épiderme de votre bébé, mais plutôt un jour sur deux. Voilà, ça dépend en fait en fonction de comment l'enfant est sale ou pas, mais pour les tout petits bébés qui se salissent très peu, franchement un jour sur deux c'est déjà très bien. Vous pouvez faire aussi avec votre enfant une petite séance de massage, vous pouvez lui demander de l'allonger, vous pouvez faire des petits massages sur le corps, sur le bras, sur le dos, le ventre, et aussi dire tu vois là je touche ton ventre, je touche ton dos, je touche ton bras, je touche voilà cette partie là de ton corps en fait, parce que parfois ça permet aussi d'apprendre le corps humain avec l'enfant, donc il va dire ah tu touches mon bras, tu touches ma main. Et voilà, ça peut être ça aussi. Et vous pouvez faire des petits massages avec une huile justement pour pouvoir l'apaiser. Ça fait vraiment du bien. De toute façon, tout le monde a besoin un petit peu de massage dans notre vie. Ça fait trop du bien. Moi, je suis la première à adorer les massages. Donc franchement, n'hésitez pas. Ça peut être aussi lire une histoire et mettre aussi une petite musique calme, comme j'ai pu vous dire tout à l'heure. Et pour finir, eh bien, la cinquième astuce que je vous recommande, eh bien, c'est d'aller prendre l'air, ou alors à l'extérieur, faire un petit truc que vous aimez ensemble. Pourquoi pas aller à la plage, pourquoi pas aller en forêt, aller se balader, voilà, de prendre l'air, le fait de déconnecter un peu de la maison, d'être entre quatre murs, ça fait vraiment du bien. Et bien voilà, j'en ai fini avec cette vidéo du coup qui était très longue. J'espère en tout cas qu'elle vous aura appris plein de nouvelles choses, et que du coup vous allez pouvoir pourquoi pas mettre ça en place à la maison, ou bien ça vous a permis aussi d'avoir des réponses à vos questions sur cette situation qui peut arriver avec votre enfant. Sachez que lorsque ça arrive, c'est totalement ok, et ça fait partie aussi du développement de votre enfant. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à consulter un professionnel de santé dès que vous avez des questions. Je le répète, mais pour moi c'est primordial voilà, de vous en faire part. Si vous avez d'autres thématiques que vous souhaitez que j'aborde, n'hésitez pas à me les écrire dans les commentaires. Si vous avez des situations, des questions à laquelle vous avez pu être confronté mais que vous savez pas du tout
comment faire, et bien dans ces cas-là, n'hésitez pas à les partager aussi dans les commentaires. Je me ferai une joie de voir si je peux vous aider ou pas dans tout ça. Merci pour votre écoute et puis moi je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.